Action! Aujourd'hui, on est avec Julien. Donc Julien, tu es multi-entrepreneur, tu viens de Belgique, tu t'es expatrié ici au Costa Rica il y a maintenant 6 ans. Yes. Et en fait, tu as entrepris plusieurs business comme ça à succès. Tu as dû notamment te réinventer quand il y a eu le Covid. Et aujourd'hui, tu es expert et courtier en immobilier, donc ici au Costa Rica et plus particulièrement à Tamarindo dans la région du Guanacaste. C'est bien ça? C'est bien On ça. s'est pas trompé? Exactement. Top. Et bien la première question c'est comment tu vas? Comment vas-tu Julien aujourd'hui? Bonjour Mathieu et Caroline, merci de prendre le temps de m'interviewer. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir aussi. Bon, on se connaît bien maintenant puisqu'on s'est rencontrés grâce à l'achat d'un terrain que vous avez fait. Exactement. Et donc, Julien nous a vendu notre terrain, notre premier terrain qu'on a acheté ici au Costa Rica. C'est grâce à lui qu'on a trouvé notre terrain de nos rêves. Exactement. Et c'est grâce à cette vente que nous avons lié une belle relation d'amitié qui n'est pas toujours la même chose avec chaque client. Tous les clients ne deviennent pas des amis. Mais avec vous, ça a été le coup de foudre, on va dire. C'est vrai. Et donc, merci beaucoup pour la Merci à toi. Merci à toi. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir t'interviewer parce que tu nous as raconté ton histoire et je pense que ça peut intéresser, surtout ça peut comment on peut dire, inspirer. Ça peut inspirer, merci, beaucoup de personnes dans notre audience. Donc voilà pourquoi on fait cette interview aujourd'hui et merci pour ça d'avoir répondu présent du coup à cette interview. Avec grand plaisir. Alors du coup, on va attaquer avec la première question qui est assez simple, c'est de nous dire pourquoi, qu'est-ce qui fait quand tu es aujourd'hui ici au Costa Rica et que tu es dans l'immobilier? Yes. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà en Belgique ou pas du tout? Non, pas du tout. L'immobilier, je l'ai vraiment démarré ici au Costa Rica. Donc en fait, moi, pour la petite histoire, je suis originaire de Belgique, comme tu l'as dit. Je me suis expatrié il y a 10 ans maintenant. Vive les Belges. Je suis parti de Belgique il y a 10 ans maintenant et on a beaucoup voyagé. J'ai fait une trentaine de pays pour vraiment trouver en fait un point de chute pour reconstruire une vie au soleil. L'idée première, c'était d'aller où il faisait chaud et où il y avait moins de pluie, parce que la Belgique, tout le monde le sait, il pleut beaucoup. Donc on a fait beaucoup de pays, je dis on parce qu'on est parti à deux. Je suis parti en couple il y a 10 ans. Et donc on a fait plusieurs continents et on s'est rendu compte que beaucoup de pays étaient pas aussi accueillants que le Costa Rica. Et donc on est arrivé au Costa Rica il y a 6 ans maintenant, comme tu l'as dit aussi. Et j'ai commencé un business de gaufres de Liège. C'est la spécialité de ma ville natale. En arrivant ici, tu as commencé par ce business-là, c'est ça? Ouais. On était au Mexique. Au Mexique après avoir fait quand même, comme je l'ai dit, plus de 20 pays. On est arrivé au Mexique où là, c'était quand même un pays très accueillant aussi pour pouvoir développer un business, pour pouvoir travailler. C'est assez facile quand même. Et j'avais un bon travail au Mexique, mais finalement, j'allais être papa. Okay. Donc, ma petite fille était en... Tu peux nous partager lequel c'était ce job au Mexique, justement? Donc, je travaillais comme dans le time sharing. Okay. Le time sharing, c'est en gros vendre des voyages à des personnes dans des hôtels 5 étoiles. Okay. Donc c'était le rêve, sable blanc ou turquoise, dans un 5 étoiles en costard toute la journée et au soleil, donc c'était vraiment très intéressant aussi. Et puis bon, ma petite fille s'appelle Sacha, comme vous le savez, vous la connaissez bien maintenant. C'est un amour. Merci. Et donc Sacha était en construction, on va dire, au Mexique. En cours de route. Mais on s'est rendu compte que le Mexique était quand même un pays assez dangereux. Ouais. Pour l'éducation de notre fille, on voulait vraiment un pays un peu plus stable. Donc on est arrivé au Costa Rica. Et quand Sacha est né, on a eu Sacha à la capitale, à San José. Et je me suis rendu compte que les gaufres belges n'existent pas, il n'y en avait pas. Et comme j'avais beaucoup de temps libre, j'ai commencé à faire un petit peu des gaufres sur les marchés le samedi matin, le dimanche matin. Et je me suis rendu compte que le produit plaisait énormément aux ticos. Et on a été voir une chaîne de supermarchés qui s'appelle Automercado ici, sans vouloir faire de publicité. Et donc, en fait, après ça, on a commencé à faire des points de vente dans les supermarchés. Yes.
Et dans les supermarchés, ça a été un succès immédiat. Donc, ouais, ce que tu nous dis, c'est que vraiment, en fait, à partir de cette idée, je veux faire des gaufres parce que je vois ce marché n'existe pas. Exactement. Et jusqu'à cette réussite dont tu es en train de nous parler, ça a été rapide, c'est ça? Exactement. En fait, comme j'ai toujours été un entrepreneur dans le passé, déjà en Belgique, j'ai plus dans l'âme, et on a déjà toujours vu un petit peu ce qui manquait partout où j'étais et essayé de le développer pour en faire quelque chose. Là, ça n'existe pas. Ça n'existait pas le produit. Donc, comme on a été voir la marque de supermarché, qui est la marque un peu internationale de supermarché pour les expatriés aussi, ils ont vraiment accepté le projet directement et ont développé les gaufres à l'intérieur des magasins. Alors ça, c'est super intéressant. Ce qui peut être encore plus intéressant, c'est cet œil de se dire, j'arrive, je vois quelque chose qui n'existe pas, mais entre ça n'existe pas et ça va marcher, tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que oui, ça n'existait pas, mais oui, ça a marché en fait. Il y a quand même un écart entre les deux. Écoute, je pense, et vous êtes bien placé pour le savoir, que tout part d'un rêve, tout part d'une motivation, et quand on y croit, bon, 50% du travail est fait. Et ce produit-là, je savais, parce qu'en fait, les ticos, ici, comme on les appelle, les nationaux du Costa Rica, sont très friands. Ouais, exactement, sont très friands de sucre. Et comme les gaufres sont faites à une grosse partie à base de sucre, 95% de sucre. C'est presque ça. C'était pour moi sûr et certain que ça allait passer. Puis on a fait quelques tests, comme je te l'expliquais, comme je vous l'expliquais, on a déjà fait les marchés. Et il y a balancé ça par hasard. On a fait un petit peu exactement, on a fait quelques petites démarches à gauche et à droite et le produit a été très bien reçu tout de suite. Donc de là, on est passé sur une chaîne de supermarchés et après on a fait 1 point de vente, 2 points de vente et au bout d'1 an, on avait 10 points de vente. Et 2 ans après, on avait... Parce que le produit a vraiment été très bien reçu et la chaîne de supermarchés nous a ouvert les portes une fois qu'ils ont vu le succès sur tous les points de vente et 2 ans après, on avait 30 points de vente. Wow. Plus des événements qu'on faisait, les week-ends, des férias et tout ça. Donc ça a vraiment été un produit... On était d'ailleurs parti pour envahir le Panama. Mais malheureusement, la pandémie, comme vous le savez, est arrivée. Ça n'a pas été très bénéfique parce que ce que nous faisions, c'était vraiment vendre le produit. On mettait un bout de gaufre en bouche des clients et ça faisait les ventes puisqu'ils pouvaient goûter le produit sur place. Et donc avec la pandémie, avec les masques, les gants, on ne pouvait plus rien vendre, tout devait être empaqueté, tout a été plus compliqué. Donc ça a fort diminué. Et suite à ça, mon couple a un petit peu battu de l'aile et donc ma compagne du moment est partie vivre. On vivait à la capitale en fait. C'est un petit peu la position géographique d'où on avait ce business. On était à la capitale et c'était pas mon rêve premier de venir au Guanacaste, en tout cas au Costa Rica, pour vivre à la capitale. Donc on s'est séparés et elle est partie vivre à la plage. Et donc de là, j'ai commencé à prendre la décision de la rejoindre et j'ai commencé l'immobilier à Tamarindo, où on habite en ce moment. Magnifique transition justement pour montrer vraiment ton parcours et nous on prône vraiment, il n'y a pas d'échec, il y a vraiment des retours d'expérience, que des retours d'expérience et j'aime dire grâce à ça, grâce à la pandémie, grâce à cette séparation, eh bien, ton chemin a pris un virage à 90 et ça on aimerait vraiment en savoir plus. Je pense que notre audience aussi aimerait vraiment en savoir plus autour de ça, de ce virage. Le pire, est-ce que ça t'a amené le meilleur de cette vie aujourd'hui que tu es en train de vivre? Comment tu le vois toi? Comment tu l'as vu? Écoute, en fait ce qui se passe c'est que je pense que tout grand virage dans la vie apporte toujours des petits malheurs mais beaucoup de grands bonheurs. Il faut savoir juste être résilient. Je pense que dans la vie, ce qui me caractérise le plus, c'est savoir rebondir quand il faut le faire et pas s'apitoyer sur son sort. On l'appelle Tigro en Belgique. Il rebondit sans arrêt. Je savais pas ça. Tu savais Je viens de m'apprendre quelque chose. Surtout que moi, je suis... Donc là, c'était une remise à zéro totale puisque le business des gaufres s'est un peu éteint. Le business des gaufres s'est un petit peu arrêté pour la pandémie, les containers qui n'arrivaient plus et tout ça. Donc j'ai dû reprendre vraiment
On n'a pas pu revendre la société, donc j'ai recommencé vraiment à zéro. De nouveau, je pensais que j'allais aller vendre des noix de coco sur la plage. Et comme tu le dis, on part souvent d'un échec pour remonter la pente. Et moi, c'était la 3e fois, sans compter les 2 fois que j'avais déjà rebondi en Belgique. Donc c'était la 3e fois que je repartais de rien. Et donc au jour d'aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis courtier immobilier, mais aussi investisseur immobilier dans des projets de développement de maisons. Et j'ai réussi grâce à cette pandémie, comme quoi la pandémie m'a fait du tort sur un business, mais grâce à cette pandémie, l'immobilier a explosé. Donc j'étais là au bon moment, au bon endroit. Donc il n'y a pas de secret, il faut vraiment croire au destin et rester motivé. Carrément. L'univers a ses plans. Il faut suivre l'univers et surtout écouter son cœur, parce que le fait de peut-être partir à la plage, ce qui réunissait mon rêve premier, de venir au Costa Rica, pas vivre à la ville mais vivre à la plage, finalement tout s'est enchaîné et j'ai été vivre à la plage et le business qui vraiment me tient à cœur, c'est vraiment de faire de la vente, de l'immobilier. C'est ça que je sais faire. Vente des gauches, je le faisais très bien aussi, mais je vends encore mieux des maisons. Donc, il est bon. C'est vrai, il est très très bon. On en est la preuve. Et c'est pas, on l'a aussi découvert parce qu'il sortait en première page dans beaucoup de sites ici, référencés comme tu étais une référence. Dans le secteur de Tamarindo. Donc c'est vrai que oui. Et ça, du coup, en 3 ans, tu es en train de me dire. En 3 ans. C'est pour ça que je recommanderais, vraiment, si je peux donner un tip, c'est vraiment recommander les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est s'accrocher à ses rêves, jamais perdre la foi et surtout penser que tout est possible à partir du moment où on s'engage. On va aller encore plus en profondeur sur ça parce que je crois que la valeur est derrière ça. La pandémie arrive, le gros coup dur, une société qui a explosé, plus de 30 points de vente, on te dit stop parce qu'il y a ça qui arrive et c'est mondial et on n'a pas le choix. Comment on passe le déclic, vraiment la prise de conscience qui te fait dire putain, j'ai tout perdu et je repars et j'ai vu de nouveau une opportunité et je fonce. Ce déclic-là, est-ce que tu pourrais nous le partager? Alors je pense que le fait d'être dans un état d'urgence, déjà aide beaucoup, parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était une évidence qu'il fallait rebondir. Et comme j'ai un œil assez affûté pour savoir repérer des bons business, ça je pense que ça vient aussi avec le temps. Sûr. Ça se travaille, donc tout le monde peut y arriver, c'est pas un don je pense en soi, il faut juste savoir regarder les opportunités, savoir saisir les opportunités, parce que ce qui s'est passé en déménageant à la plage, à Tamarindo, où j'habite en ce moment, j'ai rencontré une agence qui était un peu qui avait grandi trop vite et ils cherchaient quelqu'un qui parle 3 langues. Comme je parle anglais, français, espagnol, ça m'a ouvert les portes de cette agence-là, avec laquelle je me suis associé depuis. Et comme le marché était en plein boom immobilier, c'était vraiment quelque chose de... Ça s'est ouvert à moi et il n'y avait plus qu'à y aller. Donc ça a été... Il y a toujours un petit facteur chance, mais aussi le facteur courage et entrepreneuriat qu'il faut mixer tout ça et ça marche. Il faut juste y croire. Merci en tout cas pour ce joli partage et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Merci pour ça. Et du coup, moi j'ai une question par rapport à ça et je pense que ça pourra aussi intéresser notre audience. C'est concrètement, comment tu passes de « ok, j'ai une idée, que ce soit les gaufres ou de devenir expert, agent immobilier au Costa Rica », comment tu passes de l'idée à « concrètement, je mets en place les choses en tant qu'expatrié dans un pays qui n'est pas le tien ». Est-ce que ça a été quelque chose de facile ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, avec grand plaisir. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut bien observer, bien connaître le pays dans lequel on veut aller s'expatrier. Je parle vraiment pour le futur expat qui est toujours dans son pays d'origine, qui veut aller s'installer. J'ai fait beaucoup de pays. Comme je le disais auparavant, il faut vraiment savoir et aller voir sur place. Où on met les pieds, quoi. Exactement, où on arrive, les textes de loi, les manières de s'installer, les législations sur le business. Et donc, ça pourra peut-être en aider plus d'un, mais le fait d'avoir choisi le Costa Rica, c'est pas anodin. Tout simplement, le Costa Rica, pourquoi ? Parce que ça permet d'ouvrir un compte en banque avec un passeport, ça permet de créer une société très facilement. Et dans tous les pays qu'on avait fait avant, ça, c'est pas faisable. Okay. C'est faisable, mais alors, il faut s'associer avec un national, un local, ou c'est très compliqué. Et
Mexique aussi ne permettait pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le Costa Rica. En arrivant au Costa Rica, tu sais facilement développer un business, être ton propre patron sans t'associer nécessairement avec quelqu'un. Et c'est encore un pays jeune, c'est encore un pays en pleine voie de développement. Donc il y a énormément de business encore à faire et j'invite tous les entrepreneurs qui ont des bonnes idées à venir tester ici parce qu'il y a vraiment un gros potentiel. Le pays est tout jeune et en pleine expansion. Et en plus, il est accueillant et il y a une certaine facilité en plus pour créer justement ces business-là ici. Ouais. Les gens sont très accueillants. C'est un pays où il fait bon toute l'année. C'est ce que moi je recherchais aussi. Il fait 25 degrés minimum toute l'année. Même pendant la saison des pluies, on est en chemise et en short. Donc, c'est un luxe. Ah oui, c'est clair. C'est un luxe. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de francophones qui habitent au Costa Rica. Donc, il ne faut pas nécessairement parler la langue en arrivant. Moi, je l'ai appris ici. J'ai étudié l'espagnol pour le connaître. Si je le parle aujourd'hui, c'est après l'avoir étudié, ça vient facilement, parce que je pense que là, beaucoup d'auditeurs parlent français. Donc, le fait d'avoir le français, c'est un gros avantage à la base. Mais aussi des avocats, des comptables, vous pouvez aussi trouver tout ça qui parle votre langue à votre arrivée. Donc ça évite aussi de... On confirme, et d'ailleurs on a eu affaire à ces personnes-là qui parlaient français. Exactement. Et c'est vrai que ça facilite. Ah oui, ça facilite l'installation, ça facilite les démarches administratives qui des fois peuvent paraître compliquées. Et c'est vrai que c'est un sacré avantage. Et puis toi, tu as appris... Du coup, l'espagnol, c'est venu assez facilement, comme tu dis, en étant en immersion. Tu as réussi à l'apprendre assez vite? Facilement, oui et non, parce que tout dépend de ta méthode et le temps que tu engages. Le temps que tu vas engager, c'est comme dans tout, apprentissage. Si tu fais 10 minutes par semaine, tu apprendras à la hauteur des 10 minutes par semaine. Si tu mets 4 heures par jour, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça dépend de l'engagement de chacun. Mais quand on veut, on peut. Et moi, c'était une nécessité, puisque comme j'avais déjà ouvert, en fait, c'est un peu atypique comme parcours, parce que j'ai commencé à avoir du personnel. Comme après 3 mois de Costa Rica, quand ma fille est née, j'avais déjà du personnel et je parlais pas encore la langue. Donc j'ai été obligé d'apprendre. Et encore une fois, le fameux être au pied du mur et l'état d'urgence. On est obligé, quoi. Exactement. On n'a pas d'autre choix que d'y aller. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Oui. Quand on est entrepreneur, on connaît ça. Tout entrepreneur le dira. Il y a le facteur chance, encore une fois, mais l'état d'urgence provoque des choses Bien sûr. On se découvre des facultés quand on est dans l'état d'urgence il faut sortir de sa zone de confort. Ça, on le dit jamais assez souvent. En sortant de sa zone de confort, on se découvre des qualités et des compétences qu'on n'imagine même pas. Tu pourrais donner des chiffres, je pense que ça peut aider aussi. Je ne connais pas la structure belge pour ouvrir une société. Je sais qu'en France, nous, je parle de société, pas des micro-entreprises, pas d'être auto-entrepreneur. Ça coûte relativement de l'argent. Je crois qu'une société en France... Une SAS ou une SASU ou une SARL... 5 ou 2000 balles, tu rajoutes ça... un comptable à prendre tous les mois, voilà, c'est entre 5 et ça dépend... Les charges sociales aussi. C'est ça dépend des compétences de ton avocat et de ton expert comptable, mais au Costa Rica, est-ce que tu pourrais donner des chiffres? Combien ça coûte d'ouvrir une société ici? Mais c'est encore un des gros avantages de venir s'installer ici, parce que la création d'une société va varier entre 600 et 1000 $, ce qui est absolument ridicule. Dérisoire. Les frais d'avocat, les frais de notaire sont de 4% quand on achète une maison ou la vente d'un business. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui facilitent l'expatriation aussi et l'ouverture d'un business, parce que c'est vraiment pas cher. Et en combien de temps on peut ouvrir une société? 24 heures. Non, on le sait parce que... on le sait parce qu'on en a ouvert une. En 24 heures, bien entourée. Tu as les documents, je veux dire, l'administration, dans certains domaines, elle peut être lente ici, mais dans d'autres, elle est vachement rapide. Et ça aide beaucoup, en fait. Ce qui est drôle, c'est le plus compliqué, entre guillemets, c'est de trouver le nom. C'était presque ça le plus compliqué. On va revenir 10 ans en arrière, c'est bien ça. Il y a 10 ans, tu as pris cette décision de t'expatrier de Belgique pour venir à l'étranger, c'est ça? T'expatrier à l'étranger. Comment ont réagi tes proches, ta famille, tes amis, tes parents quand tu leur as annoncé cette nouvelle-là, en fait, ce choix de te dire « je m'en vais ». Je pars.
Ça n'a pas été une grande surprise pour ma famille, parce que j'ai toujours été un pigeon voyageur. J'avais déjà habité 1 an à Londres, j'avais fait des saisons de ski à la montagne en France. Donc ils ont toujours su. Pour moi, c'était évident que je ne vivrais pas en Belgique. De un, pour le climat, c'était pour moi totalement impossible de me voir grandir là-bas, mais aussi parce que je trouve que les possibilités de business en Belgique, il y en a, mais bon, tout le monde le sait aussi, les taxes qu'on paye, le gouvernement qui nous vole, on va pas se mentir, les méthodes qu'ils emploient en tout cas ne me paraissent pas justes, et donc pour moi c'était une évidence, et ça n'a été une surprise pour personne une fois que je suis parti. Et personne n'a été surpris que je ne revenais pas non plus, parce que quand je prends la décision de faire quelque chose, je le fais à fond ou je ne le commence pas. Jusqu'au bout. Et donc ça a coulé de source pour eux en tout cas. Du coup, tu as déjà répondu partiellement à la question, mais pourquoi le Costa Rica et pourquoi plus particulièrement Tamarindo alors on sait plus ou moins pourquoi tu es venu ici, mais pourquoi avoir choisi d'y rester? Alors, Tamarindo, il faut savoir que c'est une station balnéaire la plus convoitée du Costa Rica. Je vais un peu détailler le pays pour ceux qui seraient intéressés d'y venir un jour, mais il y a la région centre, où est située la capitale, la région est où il y a la côte Caraïbe et la région ouest où c'est la côte Pacifique. Tout se passe ici en fait, tout se passe côte Pacifique parce que c'est un gros marché américain et donc il y a beaucoup d'argent. C'est pas un des pays les moins chers d'Amérique centrale, c'est même le plus cher, mais on y trouve de tout. On peut vraiment faire du business et il y a un pouvoir d'achat qui est très haut. Qui est fort. Quand on va sous la capitale, il y a aussi ça, mais bon, c'est beaucoup moins paradisiaque. C'est pas le même cadre de vie. Ouais. C'est pas le même cadre de vie, il pleut beaucoup plus, il fait froid à certains moments, mais si on peut pas, même ça peut paraître bizarre. Et Côte-Caraïbe, c'est très pauvre. Donc en fait, si un entrepreneur, en termes de pur investissement, et de faire du commerce, c'est là où ça va se passer. Donc c'est pour ça que Tamarindo reste vraiment la destination phare, l'endroit où il faut investir. Il y a un taux d'occupation très élevé, que ce soit pour des locations long terme et court terme, quand on a acheté un appartement ou une maison qu'on veut construire, comme vous allez faire d'ailleurs. On en parlera peut-être plus tard. Et donc, c'est vraiment une destination phare où des gens vivent à l'année, mais aussi où il y a plus de 50% d'occupation de tourisme quand on parle d'Airbnb, Booking. À l'année. À l'année. On est situé à 1 heure de l'aéroport international de Liberia. Il y a une marina avec un port où des yachts peuvent être accueillis. Il y a toutes les plus belles plages du Guanacaste, en tout cas, autour. Et je veux dire, 15-20 minutes de tout, on peut accéder à une multitude de plages différentes, des services comme les supermarchés, les pompes essence, ce qui a pas, ça peut paraître un petit peu spécial, mais pour trouver une pompe essence, il n'y en a pas partout dans le Costa Rica. Et donc toutes ces commodités-là, on les a autour, ce qui fait que c'est vraiment l'endroit de place to be. On peut que le confirmer, c'est pour ces raisons-là aussi que nous, on a décidé d'investir ici. Exactement. On avait fait ce travail, et tu en as parlé tout à l'heure, on avait vu ça quand on était en France. On a repéré, on a quand même testé une fois sur place où on sentait qu'il y avait des possibilités, un potentiel, comme tu parles sur le Guanacaste, plus particulièrement sur Tamarindo. Et c'est vrai que derrière, tu nous as confirmé que c'était ici qu'il fallait poser nos valises et investir exactement. Je vous ai pas menti. Non, ça c'est clair, on confirme. Du coup, après tous ces échanges, est-ce que tu conseillerais le Costa Rica, ce pays, comme première expatriation? À 100%, mais je conseillerais surtout de déjà venir passer un peu de temps en vacances. Très bon conseil. Ouais, ça c'est ce qu'on recommande à tous nos clients. Nous, on propose vraiment un service d'accompagnement de A à Z aux clients de leur pays d'origine jusqu'à l'installation au Costa Rica. Mais la première chose qu'on leur recommande, c'est de prendre un ticket d'avion, de venir voir, passer 15 jours sur place au minimum. Ça dépend si on connaît déjà la région dans laquelle on veut investir, mais venir passer du temps sur place. Et beaucoup prennent la décision d'y rester parce que c'est vraiment un pays, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Et merci de soulever ça parce que il faut le dire et peut-être que tu vas me contredire, mais je trouve que
l'expatriation n'est pas faite pour tout le monde. Et le fait de venir, c'est peut-être ce pays aussi là n'est pas fait pour toi. Donc il faut tester, voir par toi-même et ne pas venir en vacancier, mais vraiment en habitant en fait du pays. En investisseur aussi. Exactement. Et te dire, ok, est-ce que je m'y vois, est-ce que je me sens bien, je m'y sentirais bien dans un quotidien ici, quoi. C'est ça. Est-ce que mes non négociables peuvent être respectés ici? Est-ce que le climat, et toutes ces choses. Donc vraiment merci de soulever ça et de mettre bien en lumière le côté. Il n'y a rien de mieux que de venir sur place pour te rendre compte par toi-même. Exactement. Vous avez tout à fait raison parce que beaucoup de gens ne s'adaptent pas forcément au climat, à la culture, la nourriture. Il y a beaucoup de personnes qui ont des différents goûts, des différentes manières de voir l'expatriation, donc on ne peut s'en rendre compte qu'une fois sur place. Carrément, et je crois que le secret, Caro l'a dit tout à l'heure, c'est la flexibilité. Si tu pars de France, de Belgique, peu importe où, et que tu vas ramener ça ici, ton quotidien, la rapidité de livraison de tes colis, la bouffe, tu vas être dans la merde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut... déjà, la base, je pense, d'un expatrié, c'est de s'adapter à la culture du pays d'accueil. C'est pour nous la base, mais c'est pas pour... c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est bien de le souligner aussi. C'est vrai, mais c'est important de le rappeler que... En tout cas, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est ce que moi j'applique dans ma façon de vivre. Un pays qui m'accueille, je vais tout faire pour essayer de m'adapter à leur façon de vivre, à parler la langue, à respecter au maximum, parce que je pense qu'on est tous pareils. Quand des étrangers viennent dans notre pays, on aime bien aussi que ça soit à l'inverse, donc il faut respecter ça. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment venir sur place pour pouvoir se rendre compte. Une valeur de plus qu'on partage tous les trois, c'est, comme dit Caro, on aime bien rendre à la destination en fait ce que nous apporte, et c'est exactement ça. Comme tu dis, c'est pas venir en terrain conquis et faire comme si c'était chez toi. Enfin voilà, et je trouve que c'est vraiment important aussi. Enfin, en tout cas pour nous, ça nous paraît logique dans la démarche d'expatriation de apprendre la langue du pays, de s'adapter aussi, comme tu dis, à la culture locale. 100% d'accord, et je rajouterais encore à ça qu'il faut oublier, déjà je pense que beaucoup d'expatriés quittent un petit peu l'effervescence de l'Europe pour toujours courir, toujours faire plus vite, mettre au boulot dodo. Il faut vraiment penser ici que les gens, ils ont une différente culture et eux... Pura vida. Ouais. Ça veut dire plein de choses ici. Pura vida, ça veut tout dire, et il faut surtout pas venir avec son stress et son état d'esprit d'avoir tout de suite ici. Il faut réapprendre à vivre et réapprendre à consommer. Bon. Chacun est différent, mais c'est vraiment comme ça que ça va matcher et que l'expatriation sera une réussite. Carrément. Du coup, ça nous fait aussi une super transition pour ma prochaine question qui était: est-ce que tu peux nous partager ce à quoi tu ne t'attendais pas en fait au Costa Rica? Tu vois, on a souvent une image idéalisée du pays, c'est pour ça aussi qu'on conseille de venir sur place. Et c'est quoi toi le truc qui a fait vraiment la différence entre sur le papier et dans la réalité? Écoute, je vais être ça va être un petit peu paradoxal, mais je vais être vraiment honnête avec vous. Parce qu'on termine de dire du fait de ne pas ramener son état d'urgence, toujours d'être dans le stress, de faire tout très vite. Ça a été ça la plus difficile des choses parce qu'il n'y a rien à faire. On est né en Europe, on a eu l'habitude d'être formé, d'être toujours d'être qualifié, de faire les choses vite, de finir les choses. D'avoir les choses vite, de recevoir les choses vite. D'être ponctuel, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment ça qui a été le plus dur, même si je l'applique tous les jours, j'y travaille encore tous les jours. Mais ça a vraiment été, il faut savoir qu'ici, c'est toujours pura vida hasta mañana. Toujours remettre tout à demain. Te disent, oui, je viens demain, mais bon. C'est toujours souvent le surlendemain, donc ça c'est très difficile à ça. Je sais pas si on peut dire s'adapter, mais à accepter. Oui, mais il faut le faire parce que c'est leur manière de fonctionner et on ne peut pas les changer. Il faut absolument arrêter de penser qu'on arrive dans un nouveau pays, qu'on va changer le monde. Ça n'existe pas. Et beaucoup sont déjà repartis parce qu'il faut vraiment... Bien sûr, à cause de ça justement. À cause de ça, à cause de la nonchalance un peu des... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la nonchalance, mais c'est
leur manière de faire. On les a trouvés susceptibles, les Ticos. Ils sont très susceptibles, ils marchent moins vite que nous, ils font tout moins vite. Et c'est vrai que quand on arrive d'Europe, qu'on a été conditionné comme ça, et c'est, je pense, une erreur, c'est qu'on était dans le faux en Europe. Donc j'apprends aussi à. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur, c'est de se réaliser, mettre en mode pura vida, quoi. de se mettre en mode pura vida au quotidien. Au quotidien, ouais. Et de prendre le temps de prendre le temps. Exactement. C'est très bien dit. Et justement, ce choix-là de l'expatriation, ce choix-là de ce pays-là, le Costa Rica, est-ce que c'est un choix que tu regrettes aujourd'hui ou que tu assumes à 100%? Alors absolument pas, je suis d'autant plus convaincu que c'était mon pays d'adoption parce que je fais beaucoup des checklists, j'ai toujours fait des checklists toute ma vie, de savoir où je vais, d'avoir des objectifs, d'essayer de les réaliser, de les mettre sur un facteur temps et par chance ou pas, encore une fois, j'ai réalisé tous mes buts à temps. Même un petit peu avec de l'avance, et j'avais toujours écrit que mon pays d'adoption serait le Costa Rica, seulement sur le papier et qu'à travers des reportages à la télévision, mais j'avais ça en moi, donc c'était, je peux pas l'expliquer, c'était ancré en moi, je savais que ce serait le Costa Rica. Mettre des dates, prévoir, à écrire, planifier, c'est la clé du succès. Il faut vraiment mettre, que ça soit à long terme ou à court terme, avoir des buts précis, rester focus et respecter ses objectifs, et viser ses rêves, et ça marche. On peut que confirmer ça et passer à l'action aussi. Ouais. Et du coup, par rapport justement dans tes projets et tes objectifs, est-ce que tu te vois encore dans 5 ou 10 ans, les 5-10 prochaines années, ici au Costa Rica, ou tu as quand même d'autres projets par rapport à ça, justement. d'autres plans Alors c'est une très bonne question, Caroline, parce que comme je l'ai dit au départ, je suis un pigeon voyageur, j'ai toujours encore maintenant cette envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais je pense que réellement le Costa Rica est une terre d'accueil et ce sera toujours mon quartier général. Ça va rester parce que ma fille est née ici. Donc... Entre nous, je suis désolé, je te coupe, mais je te vois plus comme un aigle voyageur comme un pigeon. Mais après tu prends le terme que tu veux. Disons un aigle voyageur. Ça te va tellement mieux. C'est vrai. Et donc je vois ça vraiment comme mon QG, parce que ma fille est née ici, j'ai mes affaires qui sont ici, on est en train de construire des appartements, des maisons qu'on va mettre en location, donc je pense que vraiment ce sera toujours mon pied à terre, mais j'ai vraiment d'autres projets aussi de continuer à découvrir cette belle planète, parce qu'il y a encore tellement de choses à voir. Justement, on vous renverra à un lien, il a créé un projet, il nous l'a montré avec des associés, je crois, c'est bien ça. Tout à fait, ouais. Pour Aselva, on vous mettra le lien. C'est presque nos voisins d'ailleurs. C'est ça, ça vaut vraiment le coup ce qu'ils ont fait, c'est fou. Tu peux nous en dire vite fait un petit peu plus la petite parenthèse? Bien sûr, avec plaisir. On a créé un projet de cabane de luxe dans les arbres. Magnifique. Qui est d'ailleurs la même jungle que le bout de jungle que vous avez acheté. Belle jungle. Et pour Aselva, qui revient à Pura Vida, Pura Selva, la jungle pure, est partie d'une idée commune entre 4 amis passionnés de nature et de durabilité. Donc on a joint l'utile à l'agréable. Magnifique. On a fait ces cabanes perchées dans les arbres qu'on développe et qu'on loue sur Airbnb. Magnifique. Trop bien. Je montrerai des images. Ouais. Et du coup, pour revenir à ce que tu nous disais, donc vraiment le Costa Rica restera pour toi un point d'attache, ta base, et le but c'est vraiment de quand même aller découvrir ce qu'il existe ailleurs dans le monde et découvrir d'autres pays. Exactement. J'ai fait tellement de pays déjà, il m'en reste beaucoup à faire, mais je sais que je suis très porté sur l'Asie. L'Asie, j'adore la culture, la nourriture, il y a des couleurs, c'est vivant, surtout la Thaïlande, le pays du sourire, les gens sont... Mais pour la simple et bonne raison de l'investissement, je pense que je resterai toujours plus sur ce pays, le Costa Rica, parce que j'ai déjà été voir là-bas et ça n'avait pas été concluant pour la simple et bonne raison, encore une fois, qu'on doit s'associer avec un local. Et bon, toutes ces choses-là qui font que c'est beaucoup plus risqué. En plus. Ça ne t'appartient jamais vraiment. Et même si je pense que c'est des destinations plus touristiques, plus vacances, que pour y faire du business. Ouais.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette magnifique interview. Et c'est comme une tradition dans nos interviews cœur à cœur. On va te poser, tu vas choisir une question parmi plusieurs cartes. C'est ça, au hasard, tu vas nous donner un chiffre. Et ensuite, on te lira la question en fonction et on t'invite à y répondre. Alors attends. C'est suite en fait à notre jeu Drop Your Mask qu'on est en train... Vas-y, si tu veux. En fait, on a créé un jeu, donc Drop Your Mask, un jeu de questionnement, de développement personnel pour rendre vraiment le développement personnel accessible à tous, de manière fun et ludique. Et du coup, on est en train de sortir ce jeu, mais on l'a pas encore physiquement. Donc du coup, on a sélectionné 5 questions. Donc il faut que tu nous donnes un chiffre entre 1 et 5 et on va te poser cette dernière question mystère. Choisis bien ton chiffre. Vous m'apprenez ça parce que j'étais pas au courant, donc. Ah mais je pensais te l'avoir dit, tu vois. Génial. C'est bien, ça fait une belle... hors caméra, on t'en dira plus. Ça fait une belle surprise. Allons-y pour le jeu. Alors je vais opter pour la question numéro 1. Ok. Alors, la question fait partie de la catégorie Be Aware, my friend. Sois à l'écoute, mon pote. C'est une spéciale dédicace à Jean-Claude Van Damme. On t'aime, Jean-Claude. C'est ça. Tu nous regardes. Regardez tous tes films. En tant que Belge. En plus, tu vois, c'est magnifique. La question t'était destinée. C'est clair. Du coup, la question est: quelle est l'action la plus audacieuse que tu aies entreprise jusqu'à présent? Ok, je pense que j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais la plus audacieuse, ça a été d'avoir eu le rêve. J'ai été un papa très tard, sur le tard, à 38 ans. Et mon plus gros challenge, mon plus gros pari, c'était d'avoir un enfant à l'étranger, dans un pays paradisiaque comme ici, et d'avoir une petite fille qui puisse parler plusieurs langues. Pour moi, c'était vraiment très important pour mon rôle de père, pour ce que je peux lui offrir comme cadeau dans la vie. Là, on sort un peu du contexte entrepreneuriat, c'est plus personnel, mais c'est vraiment pour moi quelque chose... C'est une des plus belles reconnaissances et récompenses que j'ai pu avoir de mon expatriation. Si on parle toujours dans le sujet de l'expatriation, d'avoir ma petite fille qui parle 3 langues au jour d'aujourd'hui. Elle va avoir 6 ans au mois de janvier. Elle parle français, anglais, espagnol parfaitement. Et pour moi, c'était le plus beau coup audacieux que j'ai pu réaliser. On connaît bien sa pépette. Oui, et on peut te confirmer qu'elle passe d'une langue à l'autre avec en plus un accent impeccable. On dirait c'est incroyable. Que ce soit français, anglais, espagnol. Tu lui as donné un des plus beaux cadeaux. En fait, t'imagines de quelle manière elle va démarrer dans sa vie, dans sa carrière, dans sa vie de femme. 3 langues, elle peut être comprise dans tout le monde. Bien sûr. Rien qu'avec ça. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi. C'était aussi dans ma checklist de pouvoir offrir ce cadeau, parce que je pense qu'il y a... Si ma fille peut lire, compter, écrire et parler 3 langues, à l'âge de 10 ans, elle pourra déjà choisir la direction qu'elle veut, mais avec un bon paquet. Mais c'est clair, un bon paquet de bons bagages. De bons bagages, pardon. Exactement. Et écoute, c'est vraiment une belle réponse, en tout cas. Ouais. Merci. Merci du fond du cœur vraiment pour ton temps, pour ce partage, pour le partage sur ton parcours, ta vie privée aussi, avec ta pépette, tes séparations. 1000 merci. J'espère en tout cas que ça a pu vous apporter énormément de valeur. J'en suis sûre. J'en suis certain. Et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Bisous. Et bisous. Ciao, ciao.